Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette première édition 2021 des capsules au-dessus de nos têtes. Donc, ces capsules d'astronomie qui ont lieu en direct toutes les 2 semaines sur le Facebook d'Espace pour la vie. Alors, je me présente, je m'appelle Myriam Latulippe, je suis astronome et je travaille comme animatrice scientifique au planétarium Rio Tinto Alcan. Alors, ce soir, je suis accompagnée de mon fidèle collègue et ami Maxime Pivin-Lapointe, qui est avec nous à la technique. Salut Maxime. Salut Myriam, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, bonne année 2021. Bonne année, on se l'est déjà dit, mais on va se le redire en direct parce que c'est encore mieux. Et bonne année à tout le monde qui nous écoute présentement en direct ou qui vont nous réécouter par la suite. Et bonne année aussi à notre collègue Martine qui travaille avec communication, marketing d'Espace pour la vie, qui va répondre à vos commentaires ce soir sur Facebook et qui nous aide à faire le tri pour bien répondre à vos questions. Alors, tout au long de la capsule, je le rappelle, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les écrire dans le fil de commentaires sur Facebook et on va essayer d'y répondre le plus possible en direct ou sinon soit dans la soirée ou demain, je vais faire un tri de commentaires pour m'assurer que vous ayez tous réponse à vos questions d'astronomie. Alors, aujourd'hui, avant de se lancer dans notre sujet, ça fait quand même un petit bout qu'on s'est vu parce que on n'a pas eu de capsule il y a 2 semaines, c'était le 24 décembre. Peut-être étiez-vous en train de manger de la tourtière ou plein de desserts comme c'était mon cas. Donc, c'est passé quand même plusieurs choses depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Et entre autres, il y a eu le 21 décembre la grande conjonction. Donc, qui était en fait la conjonction entre Jupiter et Saturne, qui étaient très, très proches les unes des autres dans le ciel, tellement proches que à l'œil nu, des fois, on avait de la misère à les distinguer. Ça avait l'air d'un seul point lumineux. Alors, moi, malheureusement, où j'étais, à Montréal, il n'y avait pas un beau ciel, il y avait des nuages qui bloquaient la conjonction. Donc, le jour même de leur passage au plus proche, donc c'était le 21 décembre, moi, malheureusement, j'ai pas pu l'observer, mais quelques jours avant, c'était quand même assez impressionnant et quelques jours après aussi. Et plusieurs astronomes amateurs, plusieurs astrophotographes se sont aussi lancé le défi d'aller photographier la conjonction. Et juste pour vous donner une petite idée de quoi ça avait l'air si vous aviez un bon télescope ou un bon appareil photo, je vais vous partager ici une image. Alors ici, on a une image de, si j'arrive à bien lire le nom pour pas dire n'importe quoi, de Thierry Legault. Donc, on peut voir en bas à droite de l'image, on peut voir Jupiter avec ses 4 grosses lunes qu'on appelle des lunes galiléennes. On va revenir là-dessus plus tard. Et en haut à droite, on peut voir Saturne. Donc, c'est très, très rare de les voir aussi près de ça dans le ciel. Donc, j'espère que vous avez eu l'occasion peut-être de les observer dans le ciel étoilé. Alors, nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir qu'est-ce qu'on peut observer dans le ciel. Vous allez voir que même s'il y a un petit couvre-feu qui s'en vient, j'imagine que je vous apprends pas la nouvelle. Donc, à partir dans les prochains jours, on va avoir un couvre-feu à 20h. Donc, je pense que c'est une triste nouvelle pour plein de gens, y compris les astrophotographes. Mais vous inquiétez pas, on peut quand même voir plusieurs belles choses dans le ciel avant 20h. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut voir dans le ciel dans ces heures où on peut être dehors ou sinon, qu'est-ce qui est intéressant de regarder à travers la fenêtre de votre salon, comme moi je vais faire depuis mon appartement à Montréal. D'ailleurs, parlant de mon appartement, vous pouvez peut-être remarquer, mais contrairement aux autres capsules où Maxime et moi, on était en personne au planétarium à quelques mètres de distance, mais on pouvait quand même se faire des petits bonjours puis et se parler de vive voix. Ben, aujourd'hui, on est là à distance. Donc, depuis une pièce de mon appartement et même chose pour Maxime. Alors, vous pouvez voir que Maxime, il y a une très belle décoration derrière lui. Moi, présentement, ma pièce, le derrière, est plutôt minimaliste, mais faites-moi confiance qu'il y a beaucoup de choses, c'est juste que vous ne voyez pas à la caméra. Alors, bon, maintenant que vous avez eu un petit aperçu de la déco de Maxime, qui s'est donné un bel effort pour mettre ça tout joli aujourd'hui. C'est toujours joli, mais quand même. On va aller voir le ciel étoilé
Ça marche, Maxime? Est-ce qu'on est Oui, parti? oui, ça marche bien. On a beaucoup de gens qui nous écoutent. On est presque à 500 personnes en ce moment, donc bienvenue à tous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les écrire et on n'aura pas le temps de répondre à toutes vos questions. On va pas se le cacher, là. À chaque fois, on le souhaite, mais on n'y arrive pas. Mais Myriam prend un moment tout le temps dans les jours qui suivent, là, idéalement le lendemain, pour tenter de vous répondre à ces questions-là. Et il y a beaucoup d'astronomes amateurs aussi qui nous suivent, qui parfois vont y aller de leurs propres réponses aussi. Donc, voilà, vous êtes naturellement bienvenus à poser vos questions par rapport à ça et à nous partager si vous avez essayé de faire l'observation de la grande conjonction de Jupiter et de Saturne. Il y en a qui l'ont déjà commenté aussi, mais c'est toujours agréable de vous lire et si vous avez une photo à partager, ben, pourquoi pas aussi. Oui, puis aussi, des fois, je vois dans les commentaires, parce que je les lis tous le lendemain, donc chacun de vos bonjours, je les vois. Je trouve ça toujours aussi très intéressant de voir, vous venez de quelle région, des fois, hein, Maxime et moi, on est à Montréal, mais de voir qu'il y a dans plein d'autres régions des gens qui nous écoutent. Alors, n'hésitez pas à nous dire un petit bonjour, d'où est-ce que vous venez, puis si c'est aussi la première fois que vous vous joignez à nous, ou si vous êtes des habitués depuis le début de nos capsules, ça nous fait plaisir de le savoir. Alors, donc, c'est rendu le moment, on va commencer. Alors, le thème d'aujourd'hui, alors, on va parler des découvertes de Galilée. Et en fait, on va aller les explorer un petit peu. Je vais vous introduire les découvertes de Galilée à travers le ciel étoilé qu'on peut voir ce soir à Montréal. Alors, je vais vous partager mon écran. Laissez-moi un petit moment. Alors, trouvez la bonne fenêtre. Donc, j'utilise ici le logiciel Stellarium. C'est le logiciel que j'utilise depuis le début des capsules, donc qui est un logiciel gratuit qu'on peut télécharger en ligne, qu'on peut avoir aussi en français, et qui nous permet d'avoir une représentation du ciel étoilé de n'importe où sur Terre, à n'importe quelle date et n'importe quelle heure. Alors, c'est comme si on peut voir de quoi a l'air le ciel n'importe quand. Donc, présentement, je vous montre le ciel de ce soir à Montréal, donc le ciel en direct à 19h14. Mais ces temps-ci, en fait, moi, ce que je veux particulièrement vous montrer, ça se passe avant l'heure de maintenant. Donc, on va reculer un petit peu dans le temps. On va reculer juste après le coucher du soleil. Alors, vous voyez l'heure en bas qui défile. Donc, on remonte le temps et je vais faire pause ici. Alors, si vous regardez vers l'ouest, le sud-ouest, donc dans la direction du coucher du soleil, quelques minutes après qu'il soit passé sous l'horizon, même s'il ne fait pas encore totalement noir, dès que vous commencez à voir des points lumineux, bien, ça vaut la peine de regarder parce qu'on peut voir des planètes juste après le coucher du soleil. Alors, la plus brillante qu'on va pouvoir observer, ça va être ici Jupiter. Alors, on peut voir Jupiter juste à côté, plus bas à l'horizon, il va y avoir Saturne. Et finalement, dans les prochains jours qui vont arriver, dans les prochains jours, en fait, on va pouvoir voir aussi Mercure qui commence à se pointer le nez. Donc, Mercure, on ne la voit pas souvent dans le ciel. Et lorsqu'on la voit, on va la voir seulement pour quelques semaines et après, elle va être trop près du soleil pour qu'on puisse bien la voir. Donc, plus les jours vont passer et plus Mercure, ça va être un bon moment pour l'observer. Alors, juste pour vous donner une idée, donc présentement, ce soir, donc on a Jupiter, Saturne et Mercure qui est plus basse que ces deux planètes-là. Si j'avance d'une journée, donc regardez, le lendemain, Jupiter et Saturne sont un petit peu plus basses, mais Mercure remonte un peu. Et ainsi de suite, si j'avance encore d'une journée, encore une autre, éventuellement, les trois vont former un peu comme un petit triangle qu'on peut voir ici. Et finalement, après Mercure, elle va s'éloigner du Soleil et donc, elle va apparaître un peu plus haute à l'horizon et ça va être un meilleur moment pour l'observer. Et à l'inverse, si vous remarquez ici, Jupiter et Saturne descendent un petit peu au fil des jours à l'horizon. Donc, c'est vraiment les derniers jours pour pouvoir observer Saturne et Jupiter dans le ciel. Il faut regarder tout de suite après le coucher du soleil
avoir un horizon dégagé parce qu'elles sont très, très basses. On peut les voir pendant peut-être une trentaine de minutes seulement. Alors, c'est vraiment les derniers jours pour les observer. Alors, pendant qu'elles sont encore là, je vais revenir à la journée d'aujourd'hui, le 7. Donc, de quoi elles ont l'air, ces planètes-là, au télescope? Parce que une chose spéciale avec Galilée, c'est qu'il a été le premier à les observer avec un télescope ou plutôt une lunette astronomique. Donc, une sorte de longue vue, mais qu'il a pointé vers le ciel. Et lorsqu'il les observait, bien, si on regarde ici Jupiter, voyez-vous que lorsqu'on grandit Jupiter, il y a 4 petits points qui apparaissent ici. Et éventuellement, ils vont en avoir plus, mais ce sont ces 4 points-là qui vont nous intéresser. On les appelle les lunes galiléennes, parce qu'elles ont été découvertes par Galilée, et ce sont les 4 plus grandes lunes, les 4 plus grands satellites naturels de Jupiter. Donc, si vous avez un petit télescope et que vous regardez Jupiter, même depuis un ciel plein de pollution lumineuse comme à Montréal, vous arrivez à voir des petits points autour, on dirait des petites étoiles près de Jupiter qui vont suivre la planète au final et qui vont se déplacer. Donc, si on regarde aujourd'hui, donc on peut voir de ces 4 lunes-là, il y en a 3 qui sont d'un côté et une de l'autre côté. Mais si on regarde, par exemple, demain, eh bien, elles semblent toutes s'être rapprochées parce qu'elles vont toutes avoir tourné un petit peu autour de la planète. Donc, au fur et à mesure que les jours passent, donc la position des lunes par rapport à Jupiter va avoir changé. Et ça, Galilée, il a observé. Et je vais vous parler un peu plus tard de ce que ça signifiait tout ça. Une autre chose que Galilée a fait, eh bien, il a pointé sa lunette astronomique vers la planète voisine à Jupiter ces temps-ci, Saturne. Et Saturne, peut-être le savez-vous, une des raisons pour laquelle elle est si connue, c'est à cause de ses anneaux. Donc, c'est aussi Galilée qui a observé les anneaux de Saturne pour la première fois, même si lui, il ne comprenait pas vraiment ce qu'il voyait. Vous allez voir plus tard, je vais vous montrer un peu de ses croquis d'observation. C'est pas très clair ce qui se passe autour de Saturne, mais ça a été le premier à observer qu'il y avait une structure, qu'il y avait quelque chose autour de Saturne. Ce n'était pas seulement une sphère comme a-t-il observé les autres planètes. Alors ça, c'est pour les planètes qu'on peut voir en début de soirée. Alors, si vous voulez voir, je vous rappelle, Saturne et Jupiter, c'est vraiment les derniers jours. Donc, s'il fait beau, profitez-en pour aller faire une petite marche juste après le coucher du soleil, mais pas trop tard parce qu'elles vont se coucher assez tôt. On peut les observer. Et dans les jours qui suivent, elles vont baisser à l'horizon, mais on va pouvoir observer Mercure. Myriam. Alors, je pense qu'on a des questions, Maxime, oui? Oui, absolument. Je n'étais pas certain si tu voyais mes messages. On essaye de communiquer en même temps là, via nos téléphones pour se faire signe lorsqu'il y a des questions. Oui, on a une question de Antoine, 5 ans, qui se demande pourquoi les planètes sont visibles surtout au coucher du soleil. Est-ce que c'est vrai, premièrement? Et si oui, pourquoi? En fait, c'est une très bonne question, mais là, ça adonne que ces planètes-là sont visibles au coucher du soleil, mais ça va vraiment dépendre des planètes et de où elles sont rendues sur leur orbite par rapport au Soleil et par rapport à la Terre. Donc, présentement, Jupiter, Saturne et Mercure, on peut les voir au coucher du Soleil, mais d'autres planètes, comme Mars, on peut la voir pas mal plus longtemps, même jusqu'en plein milieu de la nuit. En ce moment, elle va se coucher vers 1h du matin, mais il y avait d'autres moments où on pouvait l'observer toute la nuit. Dès le coucher du Soleil jusqu'au lever du Soleil, on pouvait observer Mars dans le ciel. Et une autre planète dont je n'ai pas encore parlé, Vénus, elle, on peut la voir aux petites heures du matin ces temps-ci, mais des fois, on la voit aussi le soir. Alors, tout dépendamment des planètes, on peut les voir à différentes heures de la journée. Donc, pour résumer un peu, donc, il y a des planètes comme Mercure et Vénus. Ces deux planètes-là, on peut soit les voir le soir ou les voir le matin. On ne va jamais les voir en plein milieu de la nuit, parce que ce sont des planètes qui sont relativement près du Soleil. À l'inverse, les planètes qui sont plus loin du Soleil que la Terre, donc Mars, Jupiter, Saturne, et là, si vous avez un télescope, Uranus et Neptune,
ces planètes-là, eh bien, tout dépendant du moment où on observe le ciel. Parfois, on peut les voir seulement le soir, des fois, on va les voir le matin aussi, et des fois, on peut les voir pendant l'entièreté de la nuit. Alors, j'espère que ça répond à la question. Oui, Maxime? Oui, puis j'allais dire, même pour ajouter à ta réponse à cette question-là, je ne sais pas si tu es capable de nous afficher facilement les orbites des planètes Jupiter, Saturne et Mercure qu'on voit là, mais je pense que ça illustrerait très bien ce que tu dis avec l'orbite de Mercure qui, lui, permet pas à la planète de s'éloigner beaucoup du Soleil et donc du coucher de Soleil ou du lever de Soleil, alors que Jupiter et Saturne, elles, leur orbite les amène derrière la Terre, donc on peut les observer au milieu de la nuit. Je suis en train d'essayer de me souvenir si je suis capable de le faire dans Stellarium, puis où aller pour le faire. Tu t'en souviens-tu, toi, Maxime? Par cœur, je dois admettre que non. Mais... afficher les orbites. Voyons voir. Ah ben voilà. Ah ouais, ça affiche même les orbites des lunes. Oui, ça affiche même les orbites des lunes, de quelques-unes des lunes, en tout cas. Donc, si je reviens, par exemple, un petit peu en arrière... Je fais remonter le soleil ici. Donc, on peut voir les orbites, en fait, des planètes autour du soleil ici. Mais je trouve que c'est pas nécessairement la vision la plus facile pour comprendre la trajectoire des planètes dans le ciel. Mais on peut voir ici que Mercure, elle a une trajectoire qui reste toujours relativement près du soleil, tandis que, à l'inverse, il y a des planètes qui peuvent aller loin, loin, loin du soleil, donc on peut voir en plein milieu de la nuit. Donc, est-ce que c'est ça que tu voulais montrer, Maxime? Ouais, c'est pas mal ça. Puis, c'est une belle introduction au système solaire héliocentrique ou géocentrique. Oui. Puis aussi, si ça t'intéresse de savoir, par exemple, pourquoi il y a des planètes qu'on voit seulement le matin, tu peux aller voir les anciennes capsules qu'on a faites. Elles sont toutes disponibles sur la page Facebook d'Espace pour la vie. Et il y en a une qui s'intitule « Les planètes du matin ». Et on parle de pourquoi, entre autres, on voit Mercure et Vénus seulement le matin ou seulement le soir. Maxime, est-ce qu'on avait d'autres questions? Ben, je suis en train de regarder ça, puis il y en a plusieurs. On a une belle vague de questions qui ont déferlé, mais je pense pour l'instant on peut poursuivre, puis je ferai un petit tri, voir lesquelles sont les plus prioritaires. OK, ça marche. Alors, donc je vais revenir ici. Donc là, on était à notre coucher du soleil. Donc, je vais avancer un petit peu le temps un peu plus tard. Donc, on a vu, une fois que le soleil se couche, on a nos planètes qui vont apparaître ce soir. Je vais avancer un petit peu plus vite pour qu'il fasse nuit. Et je vais arrêter environ ici. Alors, moi, j'aime bien me repérer un peu dans le ciel. Donc, si vous n'êtes pas encore initié au ciel étoilé, je vous conseille de commencer par chercher dans le ciel le chaudron de la Grande Ourse, donc qui est juste ici. Donc, il ressemble à un grand chaudron avec 3 brillantes étoiles qui vont faire son manche. Donc, qui est une partie de la constellation de la Grande Ourse qu'on peut voir, qui est beaucoup plus grande comme ça. Donc, c'est une forme qui est facilement reconnaissable. La plupart des gens, on la connaît depuis l'enfance. On arrive à la repérer. Et une fois qu'on l'a trouvée, eh bien, on peut facilement repérer l'étoile polaire qui va nous permettre de pointer vers le nord. Donc, prenez la partie ici du chaudron qui est opposée au manche qui est de l'autre côté. Donc, on prend la partie ici, on la prolonge vers le haut de la casserole et vous allez arriver à l'étoile polaire qui est l'étoile la plus brillante dans la constellation de la Petite Ourse qui est ici. Et l'étoile polaire, elle va pointer vers le nord. Alors, une fois qu'on l'a trouvée, eh bien, vous faites face directement au nord. Donc, vous allez voir, parfois, je fais référence à des points cardinaux, à l'est, l'ouest, le sud, le nord. Donc, là, c'est facile. Sur Stellarium, les points cardinaux sont indiqués ici, N pour nord, nord-est, nord-ouest. Mais dans le ciel, si jamais vous voulez vous pratiquer à retrouver le nord et après les autres points cardinaux,
eh bien, savoir retrouver l'étoile polaire, c'est, selon moi, un des meilleurs trucs. Alors, bon, maintenant, on s'est repéré, on a retrouvé le nord, et ces temps-ci, les constellations qui sont les plus intéressantes se trouvent vers l'est. Donc, on va se tourner vers l'est, ici, et on peut apercevoir plusieurs constellations d'hiver. Donc, des constellations que, pendant l'hiver, elles sont particulièrement présentes dans le ciel. Donc, on peut les voir, elles se lèvent tôt. Présentement, je vous montre le ciel de 6 heures et il fait déjà nuit. On arrive déjà à voir des belles constellations dans le ciel. La plus facile à repérer ici, ça va être la constellation d'Orion, qui est ici, et qu'on peut repérer avec les 3 étoiles alignées ici, 3 étoiles brillantes qui vont faire partie de la constellation d'Orion. Donc, les 3 étoiles au centre représentent la ceinture d'Orion. Et ensuite, on va tracer ici le corps du personnage qui a la forme d'un sablier. Donc, comme vous voyez. Donc, on a ici une étoile très brillante, l'étoile Rigel, qui va être bleue. Et la deuxième étoile très brillante, on a Bételgeuse ici, qui va être plutôt une étoile rouge. Alors, une fois que vous avez trouvé votre constellation d'Orion, moi, je vais m'en servir pour trouver la constellation du Taureau. Alors, on va utiliser la ceinture d'Orion qui est ici. On imagine qu'on prolonge une ligne entre ces étoiles-là et on va arriver à une étoile rougeâtre très brillante qui s'appelle l'étoile Aldébaran et qui représente l'œil du Taureau. Donc, autour de cette étoile-là, vous voyez une forme de V qu'on arrive bien à voir, même en ville, qui représente ici les Hyades, qui est un amas de jeunes étoiles. Et un peu plus haut, vous avez les Pléiades, qu'on reconnaît facilement. Moi, je trouve qu'on dirait une mini casserole. Donc, ces étoiles-là, elles sont très, très proches des jeunes étoiles dont on a parlé dans la dernière capsule. Donc, ça, c'est dans la constellation du Taureau. Et justement, ces temps-ci, à côté du Taureau, pas trop loin de là, on a Mars. Donc, Mars, elle va nous apparaître comme un point rouge-orange dans le ciel, assez brillant. Et donc, il ne faut pas se mélanger entre Mars, ici, qui va être rouge. On a plusieurs points rouges dans le ciel ces temps-ci. Donc, on a Mars ici. On va avoir Aldébaran, qui est juste là, et qui va être dans la constellation du Taureau. Donc, Aldébaran, elle, est entourée d'un V d'étoiles. Et on va avoir aussi Bételgeuse, qui va être dans la constellation d'Orion, donc près de la ceinture d'Orion, qui est ici. Donc, plein de belles choses à essayer de repérer par nous-mêmes dans le ciel. Une autre chose que vous pouvez voir, c'est si vous regardez pas très loin de la constellation d'Orion. Par exemple, si vous reliez Rigel et Bételgeuse par une ligne, vous arrivez à 2 étoiles qui sont là, qui sont à peu près de la même brillance, qui sont pas mal pareilles dans le ciel. Donc, c'est les étoiles Castor et Pollux qui représentent les Gémeaux. Alors, une autre belle constellation d'hiver, un peu plus haut dans le ciel, vous avez aussi Capella, dans le Cocher. Donc, je vais vous montrer un petit peu nos constellations d'hiver qui sont faciles à repérer dans le ciel. Et il y en a une autre un peu plus bas. Donc, pour bien la voir, je vais faire avancer un petit peu le temps. Donc, il y a 2 autres belles constellations d'hiver qui vont être faciles à repérer. Alors, on a ici Procyon dans le Petit Chien et Sirius dans le Grand Chien. Alors, on a ici 6 belles constellations d'hiver qu'on peut facilement observer dans le ciel. Alors, je vous donne un petit défi d'essayer de les retrouver. Peut-être au moins les 4 ici se lèvent assez tôt. Vous arrivez facilement à pouvoir les voir. Alors, si ça vous tente d'essayer, c'est un bon moment pour se pratiquer à les trouver dans le ciel. On les voit très bien. Alors ça, c'est pour nos constellations d'hiver qu'on arrive bien à voir. Et notre planète Mars, qu'on peut voir ces temps-ci jusqu'à environ 1 heure du matin. Donc, la première moitié de la nuit. Et si on avance le temps, donc
Si on avance plus tard dans la nuit ou plus tôt dans la journée, dépendamment comment vous traitez ça, on va avancer aux petites heures du matin. Et juste avant le lever du soleil, on peut apercevoir vers l'est, ou plus précisément vers le sud-est, donc la planète Vénus, qu'on peut apercevoir ici, qui est très, très brillante dans le ciel. Elle se lève aux alentours de 6h30 du matin. Donc, juste avant que le soleil se lève, on peut l'observer. Et là, disons, en ce moment, on va grossir, on va l'observer un peu plus. Je vais voir une belle planète Vénus. Voyez-vous ici que présentement, Vénus, il y a une partie ici qui est dans l'ombre. Un peu comme la Lune. Vous savez, des fois, la Lune, elle va être pleine. Des fois, il y a une petite partie qui va être dans l'ombre. Parfois, la moitié nous semble être dans l'ombre. Et des fois, on voit seulement un croissant de Lune. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les phases de la Lune. Eh bien, Vénus, elle aussi, elle a des phases. Donc, présentement, elle est presque pleine, mais il y a d'autres moments où on peut voir un croissant de Vénus. Et ça, justement, Galilée, lui aussi, il l'avait observé. Donc, il a été le premier à remarquer que Vénus avait des phases, tout comme la Lune. Et, à moins que vous ayez d'autres questions par rapport au ciel étoilé, on va aller voir un petit peu les découvertes de Galilée, mais je vous laisse le temps de répondre. Maxime, je ne sais pas s'il y avait des questions ou des... Oui, il y avait des questions. Il n'en manque pas. Donc, oui, il y en a plusieurs. Tu vas avoir du travail dans les prochains jours, Myriam. Mais principalement, ce que je trouve intéressant, il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir, là, on présente le ciel de Montréal, mais est-ce que tout ça est visible de d'autres régions? D'ailleurs, ça a été demandé par Kylian, 10 ans, qui se posait cette question-là, et plus particulièrement les Bélangés qui se demandent si on peut aussi voir ces planètes-là depuis Iqaluit au Nunavut. Et j'ai vérifié parce que je me disais bien que le soleil doit pas se coucher tard à Iqaluit, hein, et puis ça doit être très, très bas à l'horizon. Et effectivement, le soleil qui se couche à 2 heures... donc, il reste pas très, très haut, c'est très bas à l'horizon. Donc, essentiellement, le ciel qu'on vous présente, c'est le ciel de Montréal. C'est le même ciel qu'on peut voir dans tout le sud du Québec, sud de l'Ontario aussi, à peu près la même latitude, là, et si on varie de plus ou moins 5 degrés de latitude, ça change pas beaucoup. Donc, même si on est, par exemple, en Gaspésie ou dans les Hautes-Laurentides, ça va pas changer énormément. Mais quand on commence à se déplacer comme dans le nord du Québec, eh bien, tout ce qui se trouve très, très bas à l'horizon sud va disparaître. Donc, on se déplace vers le nord, ce qui fait que ce qui est au sud est maintenant caché par l'horizon. Plus on va au sud, plus on voit le sud. Plus on va au nord, plus on voit ce qui est vers le nord. Et les astres du système solaire se trouvent généralement à l'horizon sud. Ils suivent le soleil dans sa course. Donc, si le soleil est très bas pour vous, les planètes vont aussi être très, très basses pour vous à ce moment-là. Donc, je pense pas que ce soit facile de voir les planètes au coucher de soleil ou au lever de soleil depuis Iqaluit. Non. Donc, depuis le Nunavut, je vous conseillerais plutôt Mars que vous risquez de pouvoir observer. Pour ce qui est des régions plus vers le sud du Québec, donc ce que je vous montre là, c'est pas mal valide pour le sud du Québec. Donc, même si vous êtes en Gaspésie, la Côte-Nord, là, ça commence à être un petit peu au nord, mais donc, la plupart des régions peuplées du Québec, le ciel que je vous montre, c'est pas mal valide pour là. Sinon, par exemple, ceux qui habitent au Nunavut, si vous voulez vous poser la question, donc sur Stellarium, on peut aussi changer notre position géographique. J'ai essayé de regarder s'il y avait Iqaluit, mais je l'ai pas trouvé. Mais si, disons, je déplace mon curseur ici un peu plus haut, donc je le mets arbitrairement plus haut que Montréal dans le ciel. Donc, ça va changer et ça nous permet de voir le ciel étoilé différemment. On peut aller voir aussi, par exemple, en hémisphère sud ou des choses comme ça. Et il va falloir aussi ajuster l'heure en conséquence. Donc, vous pouvez aller voir. Il y a aussi une version web gratuite.
pouvez aller jouer un petit peu là-dedans. Je vous invite à aller voir. C'est quand même assez comique de jouer là-dedans puis de voir comment notre ciel va changer dépendamment de notre situation géographique. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Maxime? Peut-être rapidement, une petite question qui fait lien aussi avec ce qu'on vient de discuter, se déplacer au nord, etc. Quelqu'un qui se demande, c'est Martin, pourquoi l'étoile polaire ne se déplace pas du nord? Merci, très bonne question. Et je suis sûre que vous n'êtes pas la seule personne à vous la poser. Donc, pourquoi est-ce que l'étoile polaire, elle se déplace pas du nord? Bien, l'étoile polaire, ça va vraiment être la seule étoile qui ne bouge pas, contrairement à toutes les étoiles du ciel. Donc, comme le Soleil, les étoiles se lèvent à l'est et se couchent à l'ouest. C'est pas que le Soleil bouge, c'est plutôt que la Terre, elle va tourner sur elle-même et donner l'impression que tout le reste bouge dans le ciel. Donc, la Terre, elle va tourner sur elle-même comme une toupie. Elle va tourner autour de son axe de rotation, qui est comme le bâton qui va traverser la toupie. Et si on prolonge l'axe de rotation de la Terre dans le ciel, vers le nord, eh bien, on arrive directement à l'étoile polaire. Donc, c'est pour ça qu'au fur et à mesure que la Terre elle va tourner sur elle-même, bien, l'étoile polaire, elle, nous semble fixe dans le ciel. Alors, de quoi ça a l'air? Si je vous montre, par exemple, ici sur Stellarium, je vais tourner pour qu'on fasse face au nord. Je vais remettre la position de Montréal. Bon, est-ce que ça fonctionne? Il n'y a pas de i. Ah. Donc, présentement à Montréal, je vais avancer le temps pour qu'on soit la nuit. Alors, l'étoile polaire qui est juste ici. Donc, si j'avance le temps, vous allez voir le mouvement des étoiles. Donc, elles semblent toutes tourner autour de l'étoile polaire, tandis qu'elle, elle va rester fixe parce qu'elle est juste au-dessus du pôle nord de la Terre. Alors voilà, j'espère que ça répond à votre question. Maxime, on continue, j'imagine? Oui, poursuivons. On va poursuivre. Donc, j'imagine qu'il y a encore d'autres questions, mais comme on a dit, je vais prendre le temps d'y répondre plus tard dans les commentaires. Alors bon, le thème d'aujourd'hui, les découvertes de Galilée. Donc, on a vu dans le ciel étoilé que Galilée avait observé plusieurs choses, mais qu'est-ce que tout ça signifiait? Alors, parlons un peu de Galilée. C'est qui ça, Galilée, et qu'est-ce qu'il a fait? Donc, je vais vous partager une partie de mon écran. Donc, Galilée, c'était ce qu'on appelait un savant à l'époque. Donc, mathématicien, astronome, physicien, philosophe, un peu de tout. Donc, Galilée était italien. Donc, il est né en 1564 et qui est mort en 1642. Donc, ça fait quand même très, très longtemps qu'il n'est plus de ce monde. Il a quand même vécu jusqu'à 77 ans, donc qui est assez vieux pour l'époque. Et une des particularités, pourquoi est-ce que Galilée il a fait tant de découvertes? C'est que c'était le premier à pointer un télescope vers le ciel pour observer le ciel. Donc, un télescope, là, il y a une petite distinction à faire. Strictement parlant, un télescope, ce serait plutôt fait à base de miroir, tandis qu'une lunette astronomique, c'est fait à base de lentilles, comme une longue vue un peu. Je vais dire télescope un peu comme synonyme pour tout ça, donc des fois je vais interchanger lunette astronomique et télescope, mais sachez qu'en réalité, il y a des petites différences si on s'y intéresse un peu plus. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appris en 1609 qu'il y avait un opticien hollandais qui avait fabriqué une longue vue, donc permettant, entre autres, d'observer pour les navigateurs, des choses comme ça, les gens sur Terre, d'observer les choses à distance. Et lui, il s'est intéressé à ça. Il a perfectionné plusieurs modèles et il a plus particulièrement
pris cette longue vue-là, maintenant cette lunette astronomique, pour observer le ciel. Et là, il a découvert plein de choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Alors, une des choses qu'il a découvert, donc une des premières choses qu'il a observées lorsqu'il a pointé sa lunette vers le ciel, c'est qu'il a observé notre satellite naturel, la Lune. Et voyez-vous, lorsque la Lune, il y a un côté qui est dans l'ombre et un côté qui est éclairé, la ligne qui sépare l'ombre et la lumière, on l'appelle le terminateur. Et depuis la Terre, le terminateur a l'air d'une belle ligne, toute droite ou courbée, mais disons, il n'y a pas beaucoup de défauts dessus. Et lui, quand il a observé la Lune avec sa lunette astronomique, il s'est rendu compte que le terminateur, ce n'était pas une belle ligne parfaite, il y avait beaucoup d'imperfections dessus. Et de là, il en a déduit, entre autres, que la Lune n'était pas lisse, qu'il y avait des montagnes, des cratères, du relief. Donc tout ça, il a pu le déduire avec ses observations. Et ça bouleversait un peu la vision qu'on avait des cieux à l'époque. Une autre chose qu'il a fait, c'est qu'il a observé aussi des étoiles, notamment des étoiles dans la constellation d'Orion, le Taureau. Il a aussi observé la Voie lactée, qui, à l'époque, on ne savait pas que c'était plein d'étoiles. Donc, la Voie lactée nous apparaît ici, nous, dans le ciel, comme des nuages lumineux qui traversent le ciel. Mais eux, ils ne savaient pas c'était quoi. Donc, en observant la Voie lactée avec son télescope, il s'est rendu compte que la Voie lactée était en fait composée de plein d'étoiles qu'on n'arrive pas à discerner à l'œil nu. Donc, il a découvert plein de nouvelles étoiles qui n'étaient pas visibles à l'œil nu avec sa lunette. Et une des choses les plus importantes qu'il a découvert, c'était les lunes autour de Jupiter. Donc, il y a très exactement 411 ans, donc c'était le 7 janvier en 1610, donc Galilée, il a pointé sa lunette vers Jupiter et il a remarqué 3 petits points lumineux près de Jupiter. Donc, vous pouvez voir, ça, c'est des extraits de quoi ça avait l'air. Donc, juste pour savoir qu'est-ce qu'on regarde ici sur les images. Donc, le gros rond qu'on peut observer ici, alors, ça va être Jupiter. Et des fois, il voit donc 2 petites étoiles apparaître à un côté. Après, un peu plus tard, il apparaît 3 petites étoiles à côté. Là, oups, une 4e qui est apparue. Et ainsi de suite. Et ces petites étoiles-là vont changer de position par rapport à Jupiter. Et elles semblent être liées à la planète. Elles semblent suivre la planète. Et la découverte de ces 3 petits points lumineux, qui plus tard s'est avéré être 4 petits points lumineux, ça a vraiment changé la façon dont on voit l'univers et dont on comprend l'univers. Et pour comprendre, en fait, comment toutes ces observations-là ont bouleversé notre vision du monde qui nous entoure, eh bien, il faut se remettre les pieds dans le début des années 1600 pour comprendre qu'est-ce qu'on pensait qu'était la vérité à l'époque sur le fonctionnement du cosmos. Alors, voyageons un peu dans le temps pour voir de quoi ça avait l'air. Attends, je ne sais plus si... j'ai publié un livre. J'ai mis mon image à la mauvaise place. Mais attendez, je vais avancer pour vous montrer ça ici. OK. Alors, à l'époque, le système solaire tel qu'on le connaît aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, notre système solaire, c'est seulement une partie de l'univers. Donc, il y a le Soleil, les planètes qui tournent autour, la Lune qui tourne autour de la Terre. Mais au-delà du système solaire, il y a plein d'autres étoiles. Chacune de ces étoiles-là a peut-être des planètes qui tournent autour. Tout ça se rassemble dans des galaxies. À l'époque, on n'avait aucune idée de tout ça. Ce qui primait, c'était ce qu'on appelle le géocentrisme. Donc, géo comme géologie, comme la Terre. Donc, on pensait en fait que la Terre, elle était au centre de l'univers. Et oui, donc on avait la Terre ici au centre de l'univers. Autour de la Terre, il y avait, et tout tournait en fait autour de la Terre. Donc, dans l'ordre, il y a donc la Terre, la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil. Et oui, on pensait que le Soleil tournait autour de la Terre. Ensuite, il y avait Mars, Jupiter,
Saturne, et finalement, la sphère céleste des étoiles fixes. Donc, plein d'étoiles qui étaient fixes, qui ne bougeaient pas. Donc, tout ça tournait autour de la Terre. Donc, c'est assez spécial. Et toute cette croyance-là vient en fait des astronomes grecs, donc il y avait beaucoup plus longtemps. Et ils pensaient, entre autres, que tout ce qui était dans les cieux, tout ce qui était dans le ciel, devait être parfait. Et leur vision de la perfection, c'est en fait, entre autres, une forme géométrique, le cercle. Alors, tout ce qui était dans l'espace était sphérique, tournait autour de la Terre en suivant des orbites circulaires, donc vraiment des cercles, pas des ellipses. Et tout ça, et la Terre était le summum de la perfection, donc elle était au repos, au centre de tout ça. Donc ça, c'était la vision de l'époque, qui était aussi la vision de l'Église. Donc c'était, l'Église, elle voulait pas que personne dise que c'était pas vrai, en gros, dans mes mots. Donc le fait, si on revient à Jupiter, donc le fait de trouver des points qui tournent autour d'une autre planète, qui tournent autour de Jupiter, là, c'est comme si on trouve des astres qui ne tournent pas directement autour de la Terre. Et ça, l'Église, elle n'aimait pas ça, parce que la Terre, c'était le centre de l'univers. Donc, cette découverte-là, ça nous a aidé maintenant à comprendre l'univers tel qu'on le connaît, mais à l'époque, ça a vraiment bouleversé plusieurs écoles de pensée. Donc, lui, Galilée, il a mis ça dans un livre. Donc, le Siderus Nuncius, mon latin n'est pas très bon, vous m'excuserez. En français, on peut le traduire par messager céleste. Donc, il a mis ces observations-là dans ce livre, qui était assez révolutionnaire un peu pour l'époque. Et, entre autres, il commençait à aborder l'idée de l'héliocentrisme, ce qu'on connaît maintenant aujourd'hui, donc qui est le Soleil au centre du système solaire. Bon, eux, à l'époque, c'était au centre de l'univers, mais bref, d'avoir le Soleil au centre de ce système de planètes et non pas la Terre, contrairement au géocentrisme. Donc déjà, le géocentrisme primait à l'époque, mais l'héliocentrisme, donc le Soleil au centre, commençait déjà à faire ses débuts depuis Copernic, donc quelques années avant. Mais le fait que Galilée publie ça, c'était assez... disons que ça brassait à l'Église et les gens aimaient pas ça. Il a ensuite continué d'observer, hein, lui, il se laissait pas arrêter. Il a observé aussi les anneaux de Saturne, comme on peut voir ici sur le dessin qui est là. Il savait pas trop ce qu'il observait. Donc, il voyait Saturne, puis il y avait deux sources de lumière sur le côté. Au début, il pensait que c'était peut-être d'autres étoiles qui étaient là à côté, un peu comme les étoiles autour de Jupiter. Plus tard, il les a dessinées comme on peut voir ici sur le dessin, un peu comme des grosses oreilles ou comme deux anses comme sur une tasse. Donc, il a observé il a observé les anneaux de Saturne, mais il savait pas vraiment ce qu'il observait. Ça a pris presque un demi-siècle avant qu'on sache en fait que c'était des anneaux. Il a observé aussi les phases de Vénus et ça aussi, ça a aussi mis un clou dans le cercueil du géocentrisme parce qu'on ne pouvait pas expliquer les phases de Vénus si la Terre était le centre de l'univers. Il fallait que ce soit le Soleil qui est au centre du système solaire pour pouvoir expliquer les phases de Vénus. Et il a aussi observé pour la première fois les taches autour du Soleil. Et ça aussi, c'était... l'Église n'était pas très contente parce que le Soleil, ça faisait partie du ciel. C'était supposé être parfait. Et il ne pouvait pas y avoir de taches sur cette perfection qui était notre Soleil. Donc, toutes ces découvertes-là mettaient en colère l'Église. Et Galilée, lui, il restait pas dans son coin. Il répandait ses découvertes. Il a écrit des livres sur le sujet. Il a été assez populaire, comme je disais, donc contre ce modèle-là, qu'il s'est fait aussi interdire finalement, il s'est fait réprimer par l'Église. Il s'est fait interdire de parler de l'héliocentrisme. Donc, pendant plusieurs années, il s'est fait interdire. Il n'avait pas le droit de mentionner que le Soleil était au centre de quoi que ce soit dans l'univers. Donc, c'est assez drastique. Finalement, quelques années plus tard, il a quand même écrit un livre où il y avait une discussion, en fait, entre deux astronomes
un qui croit au géocentrisme et l'autre qui croit à l'héliocentrisme. Et dans son livre, il ridiculise la personne qui, du côté du géocentrisme, donc de la Terre au centre de l'univers. Et là, c'était la fin. Donc, finalement, l'Église catholique a fait un énorme procès à Galilée en 1632, 1633. Finalement, le procès est terminé en 1633. Et Galilée est assigné à domicile jusqu'à sa mort. Donc, Galilée aussi comprend le confinement, mais à l'époque, il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas d'Internet. Donc, pour sa punition d'avoir parlé d'héliocentrisme, il a été emprisonné à domicile jusqu'à la fin de ses jours. Donc, quelques années plus tard, jusqu'à ce qu'il décède, il a été emprisonné à domicile. Donc, vous pouvez imaginer à quel point l'Église voulait vraiment pas qu'on parle d'héliocentrisme à l'époque. Heureusement, maintenant, ça a changé et on apprend tous que le Soleil est au centre de notre système solaire, que Saturne a des anneaux, que Jupiter a des lunes, que Vénus a des phases, que le Soleil a des taches. Bref, toutes ces découvertes-là ont initialement été faites avec la lunette astronomique par Galilée. Bon, là, j'ai parlé pendant assez longtemps, je vous ai dit plein de choses. Je ne sais pas si c'est clair ou si vous avez des questions, Maxime, j'imagine qu'on a des commentaires, peut-être des questions sur le sujet. Oui, on a eu différentes questions un petit peu plus tôt lors de la partie où on voyait les planètes dans le ciel, mais une qui est bien en lien avec ce que tu viens de discuter. Andréane, 8 ans, veut savoir comment est-ce qu'on a su que les anneaux de Saturne étaient des roches? Comment est-ce qu'on a su que les anneaux de Saturne étaient en fait des roches? Ben, c'est des petites particules, des petits bouts de glace. Certains petits, certains quand même assez gros autour de Saturne. Je n'ai pas la réponse exacte. Moi, j'aurais dit en envoyant des sondes. Toi, Maxime, est-ce que tu as plus d'informations là-dessus? J'imagine que ça a été modélisé. Qui a fait ces recherches-là et à partir de quel moment est-ce qu'on s'est dit que c'était soit des bouts de cailloux, des bouts de glace, des morceaux de glace, tout ça. Je vais faire une petite recherche, puis je vais essayer de nous revenir d'ici la fin de. Mais c'est une excellente question. Je pensais je voulais nous amener à discuter que c'est pas tellement de la roche finalement, mais que c'est de la glace. Mais la question reste et demeure. Quand est-ce qu'on a su et qui est arrivé à la conclusion que c'était de la glace et peut-être un peu de poussière de roche au travers de ça? Une autre question de Loïc Elliott et Alec qui se demandent est-ce que c'est Galilée qui a donné leur nom à Saturne et Jupiter? Non, en fait, ces planètes-là, on savait qu'elles existaient depuis beaucoup plus longtemps, depuis la Grèce antique. Donc, c'était dans le temps avant Jésus-Christ et tout, qu'on a donné ces noms-là à ces planètes. Donc, le nom des planètes qu'on peut voir à l'œil nu, donc Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, c'est des noms qui ont été donnés il y a très, très, très longtemps. Et je crois il me semble qu'il n'y a pas une personne en particulier à qui on peut attribuer ces noms-là. Maxime, corrige-moi si je me trompe. Non, t'as raison. C'est perdu dans l'histoire, ça. Ceci dit, ce que Galilée a fait, on a attribué au nom de Galilée le nom de la catégorie de ces satellites qu'il a observés autour de Jupiter, mais lui-même, il les avait baptisés autrement. Jadis, il les avait baptisés, attendez un petit peu, des planètes Médicis pour honorer la famille Médicis de Florence qui était ses protecteurs et c'est lui qui le payait essentiellement. Oui, c'est lui qui lui permettait de vivre ses jours confortablement, si on peut dire comme ça. Voilà, et peut-être une dernière question pour toi. Mon fils Victor, je parle pas de moi, là, mais de la personne qui a demandé. Mon fils Victor se demande si Europe abrite une forme de vie, considérant qu'on y aurait observé des geysers. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Myriam? Oh là là, si seulement on avait la réponse. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Europe, ici, on parle pas du
du continent. On parle pas des pays d'Europe, on parle ici de Europe, c'est le nom une des lunes galiléennes. Et en fait, il y aurait des geysers et elle serait entourée d'une croûte de glace, mais on pense que sous cet épais manteau de glace, il y aurait de l'eau liquide sur Europe. Et là où il y a de l'eau liquide sur Terre, il y a pas mal tout le temps de la vie. Alors, on se demande s'il y a de la vie là-bas. Moi, j'aimerais ça que oui. Mais la réponse, c'est que pour le moment, on ne sait pas. Il y a plusieurs il y a plusieurs projets qui aimeraient envoyer des sondes pour pouvoir étudier cette lune-là et peut-être trouver des signes de vie. Mais on ne sait pas. Toi, Maxime, tu penches de quel côté? Pas mal de ton côté, je dirais. Je mentirais pas. Là, j'étais en train de rechercher la question des anneaux de Saturne. Donc, je t'ai écouté à moitié. C'est correct. Mais, ouais, ça serait assez très très excitant en tout cas qu'il y ait une mission pour aller observer qu'est-ce qui se passe sous les glaces d'Europe et Encelade aussi, tant qu'à y être, là, qui sont deux lunes assez fascinantes là, avec leur geyser et leur activité. Et pour revenir à la question des anneaux de Saturne, il y a Alain Vizina là, de la SAPEM qui commente par rapport au rôle de Cassini pour confirmer vraiment là, des aspects très très techniques là, par rapport à la composition des anneaux puis des particules, etc. Mais déjà dans les années 1600-1650 environ, là, on commençait à spéculer que les anneaux seraient composés d'un très très grand nombre de petites particules, de petits objets qui formeraient des centaines des milliers ou maintenant probablement plus des milliards là, de microsatellites tout en orbite. Donc, ce serait Jean Chaplin, selon ce que je vois, un astronome, qui aurait spéculé là-dessus. Bon, parfait. Merci d'éclaircir la situation sur les anneaux de Saturne. Est-ce qu'on prend d'autres questions ou... Laissez-moi voir. Je pense qu'on en avait eu plusieurs autres auparavant, mais avec l'heure qui est là, je pense que ça va conclure pour l'instant nos questions. Parfait. Donc, c'était tout pour les découvertes de Galilée. Mais avant de se quitter, je vais vous parler un peu de ce qu'on peut voir dans les prochains jours dans le ciel. Donc, dans le ciel, donc, c'est enfin, comme j'ai mentionné au début de la capsule aujourd'hui, donc c'est le dernier moment pour pouvoir observer Jupiter et Saturne dans le ciel. Et c'est aussi un bon moment pour commencer à observer Mercure juste après le coucher du Soleil. Alors, ces temps-ci, on peut voir 5 planètes dans le ciel. Alors, il y a celles qu'on peut voir juste après le coucher du Soleil, donc Jupiter, Saturne et Mercure. Et donc, allons voir de quoi ça a l'air dans le ciel. Donc, comme je l'ai dit, on a ici nos 3 petites planètes qui vont se rapprocher. Et au fur et à mesure que le temps passe, donc le 10 janvier, Jupiter, Mercure et Saturne vont former un triangle dans le ciel. Et plus tard, même la Lune va venir les rejoindre. Donc, le 14 janvier, il y a un petit fin croissant de Lune qui va être près de Mercure et Jupiter. Mais déjà là, Saturne sera trop basse à l'horizon pour qu'on l'observe. Donc, il reste moins d'une semaine pour pouvoir la voir. Ensuite, des planètes qu'on peut voir un peu plus longtemps pendant la nuit, bien, on a Mars qu'on peut voir dès la tombée de la nuit jusqu'à environ 1h du matin. Elle va être assez haute dans le ciel. Donc, on peut la voir vers le sud ou le sud-ouest. Et elle va être quand même assez près des Hyades qu'on voit ici et des Pléiades. Et la Lune va aussi venir visiter Mars. Donc, le 20 et le 21 janvier, la Lune va être assez près de la planète rouge. Puis la Lune va se déplacer dans le ciel et aller visiter aussi les Hyades juste à côté. Et finalement, notre planète du matin. Donc, on a Vénus qu'on peut voir très tôt le matin. Donc, juste avant que le soleil se lève aux environs autour de 6h30 du matin. Donc, on peut voir Vénus. Et le 11 janvier, il y a un petit fin croissant de lune qui rend visite à Vénus. Alors, voici donc c'était très rapide, mais nos petites éphémérides. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir de spécial dans le ciel?
Alors, sur ce, donc, c'est ce qui met fin à notre capsule de Au-dessus de nos têtes d'aujourd'hui. Donc, merci pour ceux qui nous ont écoutés en direct ou ceux qui vont nous réécouter par la suite, sur Facebook ou sur YouTube dans les prochains jours, sur le canal YouTube de Espace pour la vie. Vous pouvez aussi retrouver la vidéo. Si vous avez des questions, même si vous ne nous écoutez pas en direct et qu'on n'y a pas répondu pendant la capsule, n'hésitez pas à continuer de commenter. On suit les commentaires et s'il y a d'autres questions qui apparaissent, on va y répondre. Et donc, je souhaite une très bonne année 2021 à tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. Levez les yeux vers le ciel et on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine capsule.